Tous. Donc je me présente, Johan Sénac, je suis médecin généraliste en région parisienne et élu URPS, et donc je suis l'un des modérateurs de cette séquence sur la 4e année. Et donc Julie Chastan, moi je suis médecin généraliste dans le Val-de-Marne et vice-présidente du Collège de médecine générale. Donc on va tout de suite céder la parole au docteur Paul Frappé, président du collège, et à Jean-Paul Hamon, co-coordonnateur du Collège de la médecine générale de l'URPS Médecins Île-de-France. Bonjour à tous. Alors, entrée en fonction des premiers docteurs juniors, novembre 2026, on est large, quoique. Combien de temps faut-il compter pour que les médecins sur tout le territoire entendent l'information sur la mise en place de cette 4e année? Combien de temps faut-il pour se dire « tiens, pourquoi pas moi ?» pour identifier les risques et obtenir les garanties qui permettront de se projeter concrètement? Combien de temps pour s'informer activement ensuite sur les conditions d'accueil et les démarches à réaliser? Combien de temps pour réaliser ces démarches? Combien de temps pour préparer les travaux dans ces locaux, pour réaliser ces travaux? Combien de temps pour s'équiper? Combien de temps encore pour être choisi par un futur docteur junior et pouvoir enfin l'accueillir? Finalement, on n'est pas large du tout. Nous avons grandement besoin d'un petit lapin blanc qui avertisse en retard, toujours en retard, pour nous amener enfin à cette 4e année Pays des Merveilles. Et j'espère que cette session y contribuera. Il est encore plus rapide que moi. Bonjour, Jean-Paul Hamon. Je suis médecin généraliste, je suis élu URPS et je suis installé la plupart d'entre vous n'êtes pas nés. Je suis dans un groupe de 5 généralistes. Vous aviez signé pour 9 ans, on vous en a collé 10. À 1 an de la réforme, on attend encore les décrets. Vous demandez le report. Il faut au contraire exiger qu'elle s'applique dès maintenant en exigeant les conditions de l'attractivité. Doubler le salaire et mettre un intéressement à l'activité. Garantir des conditions de travail correctes avec un secrétariat présentiel. Avoir au minimum un MSU joignable. Garantir un logement et une garde d'enfants pour ceux qui en ont. C'est possible si vous avez une garde de CPS docteur junior qui trace votre activité. Si un avenant conventionnel adapte l'assistant au secrétariat docteur junior. Les collectivités locales et territoriales n'auront plus qu'à trouver logement et secrétaire. Un conseiller de Matignon à qui j'exposais ces propositions et qui me répondait « doubler le salaire, comme vous y allez ». J'ai dit « excusez-moi, mais dans le contexte de désertification où on est, doubler le salaire à quelqu'un qui a un bac plus 10 et qui a des responsabilités telles qu'il y a un suicide tous les 18 jours, excusez-moi, mais je ne suis pas choqué. » Maintenant, il y a une citation de Jacques Chirac que je connais, et que vous connaissez tous, et que je ne vais pas dire ce soir. Merci. Alors on va ouvrir les travaux. Comme vous le voyez, on est nombreux, on est vraiment très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, un léger regret de l'annulation des GOS qui aurait dû être présente avec nous. Mais on va rappeler, on est ici pour réfléchir de façon constructive à la mise en œuvre et essayer de trouver un maximum de leviers. Simplement rappeler dans les objectifs de la réforme que cette réforme, elle a d'abord été pensée au niveau pédagogique. Et je pense que c'est finalement là que doit être le débat. C'est ici qu'on doit réfléchir ensemble. Qu'est-ce que nos jeunes veulent faire demain? Pourquoi est-ce qu'on a un taux aussi bas d'installation, d'engagement dans les territoires aux sorties des études de médecine générale? Pourquoi est-ce que nos jeunes sont si perdus alors même qu'ils viennent de faire 9 ans d'études? Probablement qu'une année professionnalisante avec des objectifs d'accompagner les jeunes dans l'installation qu'ils souhaitent, dans le mode d'exercice qu'ils souhaitent, en prenant en compte les besoins des territoires pour mieux répondre aux besoins des usagers, et sera une réussite, et on y croit profondément. Maintenant, il nous reste à trouver ensemble les leviers pour en faire une réussite. L'Île-de-France est une région où, on le sait, il y aura le plus grand enjeu en termes de territoire en France. Julie vient de le rappeler, la réforme, elle a été avant tout pensée avec une visée pédagogique, même si très vite le débat a dérivé sur des questions, des logiques
les pallier à des déserts médicaux, etc. Avant toute chose, il s'agit de former la relève, les médecins de demain, les jeunes médecins. Tout ça, ça ouvre tout un tas de questions et on va essayer de les balayer. Dans un premier temps, on va avoir la situation actuelle, les perspectives qui vont nous être présentées. Puis ensuite, on aura la présentation d'une campagne de recrutement qui a été menée par les URPS Île-de-France. Parce qu'évidemment qu'une des questions de fond, c'est est-ce qu'on aura assez de maîtres de stage pour accueillir et de terrains de stage. Et puis ensuite, on terminera cette première partie par une table ronde où justement toutes ces questions, et avec la richesse des intervenants qui sont présents, on va pouvoir aborder ces questions d'encadrement pédagogique, d'attente en matière d'accueil dans les terrains de stage. En gros, quand je suis médecin, généraliste en exercice, maître de stage, comment est-ce que je m'organise pour créer un terrain de stage ? Et avec tout ce que ça impliquera, certainement pas de réponse à tout, c'est évident. Mais déjà, de rebalayer ces questions-là et d'en débattre, ça nous semblait important. Et puis on terminera évidemment sur une séquence de questions-réponses. Donc là, tout de suite, je cède la parole à Laure Vallon, qui est directrice du pôle de ressources humaines en santé à l'ARS Île-de-France, et au professeur Alain Jamy, qui est coordinateur du DES Médecine Générale Île-de-France. Bonjour à tous. Environ 500 internes de médecine générale devraient commencer, ça y est, c'est déjà cassé, devraient commencer leur phase de consolidation en novembre 2026 en Île-de-France. Depuis le début de leur formation, l'université et l'ARS s'efforcent de leur proposer une offre de stage qui les invite à découvrir la richesse, la diversité des exercices possibles dans la région. Et ce travail est fait en lien étroit et quotidien avec les représentants des internes qu'il faut vraiment saluer aujourd'hui. Le défi est de taille, mais ensemble, nous sommes pleinement mobilisés pour construire une offre de stage pour la phase de consolidation qui soit dans le même esprit. Cet esprit, c'est celui de terrain dont la qualité pédagogique et formatrice est garantie, auprès de MSU motivés et accompagnés pour offrir le meilleur encadrement possible, répartis sur la totalité du territoire, pour apporter des réponses aux populations qui sont les plus éloignées du soin. Alors, l'Île-de-France, c'est une subdivision qui est un petit peu particulière parce qu'elle regroupe 6 UFR, donc 6 départements de médecine générale, qui historiquement fonctionnaient de manière autonome et qui sont fédérés au sein de la coordination de médecine générale Île-de-France. Aujourd'hui, pour des raisons de cohérence géographique, ce sont les départements de médecine générale qui recrutent les maîtres de stage, et ces maîtres de stage sont formés en grande partie par le DPC sous l'égide du CNGE. Dans certains départements de médecine générale, on a déjà intégré des ressources. Ces ressources sont des chargés de mission. Alors, il y a quelques UFR qui en disposent. Il y a l'UVSQ dans les Yvelines, il y a l'USPN dans le 93, qui ont des chargés de mission qui recrutent des maîtres de stage et qui travaillent déjà à essayer d'établir une cartographie des potentiels lieux d'accueil des docteurs juniors. Ce qui est intéressant, c'est que ces chargés de mission, quand ils ont été mis en place, ils ont recruté un nombre important de maîtres de stage. On a vu le nombre de maîtres de stage augmenter de manière très sensible, avec une particularité, c'est qu'ils ont recruté beaucoup de jeunes médecins qui eux-mêmes avaient pu bénéficier de la formation en médecine ambulatoire dans les cabinets de médecine générale et qui sont déjà dans une dynamique de devenir maître de stage. Actuellement, en Île-de-France, on dispose de 1876 MSU agréés par l'ARS qui accueillent des SN1 en phase SOC, qui accueillent des SN2 en phase d'approfondissement et qui accueillent des externes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la répartition géographique est relativement homogène sur l'ensemble du territoire, avec 56% des maîtres de stage qui sont situés dans la Grande Couronne et en Seine-Saint-Denis, et à peu près 60% d'entre eux qui sont installés en zone sous-dense. Ce qui est aussi intéressant et qui recoupe ce que je viens de dire au sujet des jeunes confrères, c'est que la proportion de maîtres de stage qui ont moins de 40 ans
est plus importante que la proportion des maîtres de stage qui ont plus de 60. En gros, il y a à peu près 30% de maîtres de stage de moins de 40 ans et 25% de plus de 60. L'arrivée de la 4e année de formation en médecine générale et celle du docteur junior va modifier forcément le cadre organisationnel des stages ambulatoires. Elle renforce la nécessité d'un recrutement amplifié, bien sûr, et on est déjà dans une perspective et une anticipation de tout cela, et souligne là aussi l'intérêt d'un travail collaboratif qui est devenu incontournable maintenant. Pour amplifier ce mouvement de recrutement des docteurs juniors, on met en place une organisation spécifique. Dans la lignée des expériences précédentes qui ont fait leurs preuves, un chargé de mission sera positionné dans chaque département de médecine générale, spécialement pour cette mission. Le financement en est assuré par l'ARS. Ces 6 chargés de mission et leur encadrant régional constitueront ensemble une équipe qui recevra les candidatures, soit qu'ils iront chercher, soit qui leur seront adressées par les très nombreux relais qu'il y a sur le territoire, s'assurera des prérequis pour l'agrément et ensuite qui accompagnera le MSU tout au long de son parcours. Des réunions régulières se mettent en place entre l'ARS, la coordination, les départements pour piloter la démarche et un séminaire nous permettra prochainement de construire avec tous les acteurs concernés la méthodologie de travail et par exemple d'identifier le territoire de recherche qui sera dévolu à chaque département de médecine générale. Les délégations départementales de l'ARS seront le relais de la démarche au plus près des territoires. Elles pourront contribuer à la recherche de candidats MSU, en particulier en mobilisant par exemple des CPTS, et elles pourront également mobiliser les acteurs locaux et en particulier les élus dans la recherche de solutions, par exemple pour les lieux d'accueil distants, pour les transports, pour le logement. Alors donc, une fois que le cadre législatif sera stabilisé, nos prochaines étapes, ça va être d'identifier les MSU, les lieux d'accueil, potentiels déjà existants, des lieux d'accueil qui seraient l'objet de créations nouvelles, et puis identifier aussi les attentes des docteurs juniors pour construire une offre de stage cohérente avec leur projet professionnel. Il faudra ensuite qu'on aménage, qu'on organise les commissions d'agrément, et qu'on puisse anticiper aussi sur les impératifs techniques d'appariement pour les docteurs juniors. Ça, ce sont les étapes qu'on est en train de construire. Les acteurs institutionnels franciliens et les élus sont très intéressés par cette réforme. Ils l'ont rappelé encore ce matin même au conseil d'administration de l'agence. On aura également besoin d'un cadre qui soit stabilisé pour répondre aux questions qui sont posées par les potentiels futurs MSU. Mais notre enjeu principal, ce sera de fédérer toutes ces énergies pour leur permettre de s'exprimer dans un cadre qui soit organisé et puis de construire progressivement, en levant les difficultés une à une offre qui soit à la hauteur des attentes vis-à-vis de cette réforme ambitieuse et qui réponde aux attentes des internes par rapport à leur projet professionnel. Merci beaucoup. À présent, Richard Ranchou va nous présenter les résultats de l'enquête conjointe entre l'URPS Île-de-France et les départements de médecine générale quant au recrutement des MSU. Bonjour, je suis Richard Ranchou, je suis médecin généraliste installé depuis 1979 à Paris, élu URPS. En tant qu'élu URPS, on a été sollicité et on s'est intéressé de près, parce que je suis en même temps MSU bien sûr, au gouffre qui sépare les demandes, les ambitions qu'on a et la réalité du terrain aujourd'hui. Dans ce que j'ai entendu de mes 2 intervenants précédents, tout roule, c'est en train de rentrer dans l'ordre et on a des solutions et ça va se mettre en place progressivement. Je suis un peu moins confiant. On avait 1200 médecins MSU libéraux en avril 2022 et on avait évalué les besoins supplémentaires à 1500 nouveaux MSU en fonction de l'augmentation des promotions en nombre et en fonction de cette 4e année de docteur junior qui allait se mettre en place. Parmi les médecins qui sont MSU actuellement, 28% ont plus de 60 ans. Donc d'ici 3, 4, 5 ans, on n'est pas sûr qu'ils vont continuer à être en exercice. Donc on a souhaité, en collaboration avec les DMG, faire tout notre possible pour recruter de nouveaux MSU.
Et pour cela, l'URPS a embauché des téléopératrices avec un cahier des charges en conjoint, en accord avec les départements de médecine générale. Et on a balayé l'ensemble du fichier des médecins généralistes libéraux qui pouvaient répondre, tous ceux qui avaient moins de 60 ans et qui n'étaient pas déjà maîtres de stage. On a contacté 4600 médecins généralistes et on a obtenu, avec à peu près 10 000 appels qui ont été passés, on a obtenu un peu plus de 700 médecins qui ont dit qu'ils étaient d'accord pour rentrer dans ce projet et se former pour devenir MSU. Sur les 700 qu'on a recrutés, on était assez content du nombre. Il n'y en a qu'une centaine qui ont pu entrer en formation et être validés par les DMG. Je trouve que ce résultat est assez limité. Et il y en a 160 qui sont dans les tuyaux pour le devenir. Voilà. Par ailleurs, on a aussi identifié, mais pour l'instant c'est en suspens, des lieux de stage qui pourraient être mis à disposition de docteurs juniors et qui n'auraient pas en même temps de MSU disponibles. Mais ça, c'est à discuter avec les DMG et les règles qui seront mises en place. Donc, on est en route. Je pense qu'il va falloir faire encore de très gros efforts pour arriver au résultat. Et ma crainte la plus forte, c'est qu'en Île-de-France, que je représente, il y ait trop de docteurs juniors qui terminent à l'hôpital. Et quand je dis terminent à l'hôpital, c'est parce que je considère que ce n'est pas le lieu. On a parlé de pédagogie. On a dit que c'était une année qui devait leur servir dans leur cursus. Oui, il faut qu'ils prennent en charge l'intégralité de ce que représente la médecine générale dans sa partie médicale et dans sa partie administrative et financière. Et ce n'est pas à l'hôpital qu'ils vont l'apprendre, ni au plan de la pédagogie. Merci. Merci beaucoup, Richard. Donc à présent, on va passer à la table ronde. Et l'éclairage que vient de nous donner Richard... peut-être qu'on a un petit peu de mal aussi à recruter des MSU dans la mesure où ça reste encore un peu flou. Comment se projeter finalement comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour suivre le mouvement, pour impulser cette implémentation d'une nouvelle année, d'une année supplémentaire. Et donc, on a la chance d'avoir avec nous Bastien Bailleul, qui est président du syndicat ISNAR-IMG. Madame Véronique Garnier, qui est présidente de la commission santé de l'Association des maires d'Île-de-France. Le professeur Olivier Saint-Lary, qui est président du CNGE. Et le docteur Guillaume Bailly, qui est responsable du pilotage du comité de suivi de la 4e année dans l'internat de médecine générale. Alors peut-être pour lancer cette table ronde, je pourrais vous poser la question suivante. Depuis vos perspectives respectives, comment est-ce qu'on s'y prépare finalement à cette 4e année? Comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, sur les territoires, l'anticiper dans nos cabinets, le prévoir en tant qu'interne, quand attendre et du point de vue évidemment du comité de suivi, comment est-ce que les choses, vous les imaginez, vous les anticipez, vous pensez les accompagner par la suite? Donc je vais peut-être céder la parole dans l'ordre à Bastien Bailleul. Merci. Déjà, moi, je voudrais remercier l'URPS Île-de-France pour son étude et de nous avoir révélé finalement en Île-de-France comment se passe réellement cette préparation de la 4e année. Maintenant, dans cette salle, personne n'est dupe. Cette 4e année, elle ne sera pas prête pour l'Île-de-France. On n'aura pas les maîtres de stage, on n'aura pas les locaux pour accueillir les futurs docteurs juniors, ce qui veut dire que les docteurs juniors de médecine générale retourneront à l'hôpital pour leur dernière année, ce qui est une aberration pour la formation d'un généraliste. Que penser d'un généraliste après 9 ans d'études, qu'on renverrait 1 an à l'hôpital, la dernière année, celle qui nous prépare toutes et tous à notre installation future, celle qui nous ouvre vers ce qu'on va faire de notre futur métier, de ce qu'on va pouvoir découvrir et appliquer? Que penser de ce qui adviendra quand après 1 an à l'hôpital, on nous offrira des postes à l'hôpital, on nous offrira des postes là où on travaille avec une équipe qu'on connaît? Évidemment, les généralistes ne retourneront pas en ambulatoire et ça, c'est pas bon pour l'accès aux soins.
et même avant cette 4e année. Il y aura des docteurs juniors qui auront l'opportunité, la chance, je pense pour certains, d'aller faire leur 4e année de médecine générale telle qu'elle est prévue en ambulatoire, auprès de maîtres de stage, de pouvoir découvrir la médecine libérale, la médecine salariée, si c'est leur souhait, et d'autres qui se retrouveront à l'hôpital. Comment les choisir? Comment ne pas craindre qu'on se retrouve entre généralistes, entre futurs médecins, à se tirer dans les pattes pour savoir qui devra retourner à l'hôpital contre son projet professionnel, qui aura la chance d'aller dans les territoires? Est-ce qu'à nouveau, on va devoir se rabattre sur les classements? Ou est-ce que... Merci. Les classements sont décidément une très mauvaise idée. Ou est-ce qu'on fera confiance au système de matching qui existe pour les autres docteurs juniors, avec cette fois une échelle française, avec un nombre de futurs docteurs juniors énorme, un nombre de postes énorme, et finalement du matching à la tête et des docteurs juniors qui se retrouvent à l'hôpital? Je suis désolé pour eux. Et ensuite, sur ces docteurs juniors, on en aura du coup une partie à l'hôpital, une partie en ville. Celles en ville, on l'espère avec la parution des textes qui sortiront bientôt, auront un vrai statut de docteur junior ambulatoire avec une rémunération qui sera valorisante, qui sera engageante pour leur activité future. Et les autres qui se retrouveront à l'hôpital dans les conditions qu'on connaît, avec les difficultés de travail qu'on connaît et aucune revalorisation salariale par rapport à leurs collègues. Ce qui, une fois encore, ne permettra pas d'assurer une bonne entente entre les généralistes. Tout ceci, je vous le dis, et je dénonce finalement ce manque de préparation. L'an dernier, avec l'intersyndicale des internes l'ISNI et avec l'ANEMF, les étudiants en médecine de France, on a sorti une enquête santé mentale. On sait aujourd'hui que 2/3 des étudiants sont en burn-out. Les étudiants en médecine, 2/3 sont en burn-out. 10% pensent à arrêter leurs études tous les jours. Au final, en janvier, les internes de médecine générale, représentés par l'ISNAR et IMG, ont pris leurs responsabilités. Nous avons fait une grève pour dénoncer ce manquement sur les 4e années, une grève pour dénoncer les conditions futures qui nous attendent, une grève pour demander et exiger le report de cette 4e année tant qu'elle n'est pas prête. Ce qui sort de cette grève, un comité de suivi de la 4e année a été lancé. Je remercie Guillaume Bailly d'être avec nous pour le représenter. On se retrouve 2 mois après cette annonce de comité de suivi. Nous n'avons toujours aucune date, aucune promesse, aucun lancement du comité de suivi de la 4e année qui doit pourtant arriver dès l'an prochain. Et enfin, puisqu'on va nous dire que tout est dans les textes qui doivent sortir et qui restent encore en attente au niveau du gouvernement, un rapport sur la 4e année de médecine générale dont le professeur Saint-Lary, ici présent, a participé à sa rédaction. Un rapport qui détaille tout ce que doivent contenir les textes sur la 4e année a été rendu au gouvernement. Ça, c'était il y a 1 mois. Et aujourd'hui, on nous dit « c'est pas prêt ». Mais maintenant, cette 4e année, qu'est-ce qu'elle doit être et qu'est-ce qu'on doit en faire? Quand elle verra le jour, nous, les internes de médecine générale, on a plein d'attentes et plein de possibilités imaginées sur cette 4e année, notamment en termes d'enseignement. On sait maintenant que le manque de connaissance de l'exercice futur des généralistes, que ce soit en salarié ou en libéral, est un réel frein à leur installation et participe du retard d'installation que certains peuvent décrier. Cette 4e année, ça pourrait être l'occasion de former les jeunes internes, les docteurs juniors, à cet exercice futur. Nous former avec des modules de gestion, de comptabilité, de gestion d'équipe. Finalement, ça ne s'apprend pas comme ça, du jour au lendemain, de gérer un cabinet. Ça pourrait être aussi l'occasion de nous former sur toutes les aides qui sont disponibles, les aides à l'installation, les aides pour la rémunération, l'organisation de la retraite, pour qu'au final, quand on arrive, je dirais, dans le grand bain, on ne se retrouve pas complètement démuni et on ait déjà notion de tout ce qui existe pour nous aider. Et enfin, cette 4e année devra être l'occasion de mettre en lien les docteurs juniors avec les fameux guichets uniques départementaux, ces guichets uniques qui sont des personnes humaines, en fait, et qui permettent l'adéquation entre l'identité d'un docteur, c'est-à-dire sa pratique, sa vie professionnelle, personnelle, et le territoire dans lequel il aspire à exercer. Un professionnel du terrain qui mettrait en lien ce docteur et ce territoire pour lui dire « Ah, je vois qui tu es, je vois que tu es accompagné, ça existe, mais ce n'est pas encore suffisamment déployé. » Et les docteurs juniors doivent pouvoir être en lien avec ces guichets uniques pour préparer l'installation future. Ça, c'est tout ce qu'on attend au niveau de l'enseignement et de la préparation de cette 4e année. Maintenant,
au niveau de son organisation avec notamment les stages. Ces stages pourront et devront être l'occasion pour nous de découvrir notre exercice futur. Ce qu'on y prévoit, c'est un peu l'adaptation de ce qu'on pourrait avoir et l'évolution de ce qu'on a déjà sur le stage de niveau 2, le SASPAS, avec 6 demi-journées, donc 3 jours dans la semaine, qui devront être dédiés à l'exercice clinique, l'exercice de la médecine générale avec notre maître de stage. 2 demi-journées, donc une journée, comme d'habitude, qui serait dédiée à notre formation universitaire et personnelle. Et 2 demi-journées, une dernière journée par semaine, qui devrait et qui devra être dédiée à la découverte de la grande variété de notre exercice, à la découverte du travail des autres professionnels avec lesquels on travaillera dans le futur, ou à la découverte aussi des structures avec lesquelles on va fonctionner. Travailler avec des équipes de réseau en soins palliatifs, des équipes de réseau en gériatrie, avec des EHPAD. Les généralistes, je l'apprends à personne ici, on a une formation tellement vaste qui nous permet d'aborder une grande variété de disciplines et nous pourrons être amenés à travailler dans ces structures. Cette 4e année doit être l'occasion de nous permettre de la découvrir. Attention, ces docteurs juniors qui vont faire cette découverte du territoire une fois par semaine ne devront pas être lésés au niveau de leur rémunération. On ne devra pas leur dire, si vous ne travaillez pas et que vous ne faites pas vos 20-25 actes tous les jours, vous ne serez pas rémunéré. Vous devez pouvoir, une journée par semaine, aller découvrir les territoires. Et enfin, je termine sur qu'est-ce qu'on peut préparer dès maintenant, en fait, parce qu'on n'a pas les textes, on n'a rien pour nous aider maintenant sur la 4e année. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer cette année et ne pas rester dans l'attente de la sortie des textes? On sait que les docteurs juniors, leur demande, c'est d'être en exercice avec un MSU. Un MSU, il faudra qu'il y ait un MSU par docteur junior. Un MSU qui, de préférence, pourra accueillir le docteur junior dans son cabinet. Mais, quand ce n'est pas le cas, un MSU devra pouvoir l'accueillir dans un lieu qui contient un autre maître, enfin pas forcément maître de stage, mais médecin thésé, qui sera à proximité du docteur junior, et un lien avec son MSU qui ne sera pas forcément dans le même cabinet. Tout ça, ça demande de libérer et d'ouvrir des cabinets, de mettre en lien des espaces dans lesquels il doit déjà y avoir des médecins. Nous, à l'INSNAR IMG, on ne veut pas entendre de mettre les docteurs juniors dans des préfabriqués sur des parkings. Ne rigolez pas, c'est sorti dans la presse, on l'a déjà entendu, et ce sera hors de question. On doit pouvoir déjà commencer à organiser les logements des docteurs juniors, parce qu'il va bien falloir les mettre à proximité de leur lieu de stage si on doit aller se mettre dans un territoire. Il va falloir aussi organiser notre transport jusqu'à ces logements et notre transport des logements jusqu'au lieu de stage. Tout ça, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin réellement de textes pour commencer à le préparer. Et enfin, une dernière demande, et quelque chose que nous, on peut commencer à mettre en place, c'est que sur cette année de docteur junior, on aura sûrement l'occasion de nous initier aux visites à domicile, une grande spécificité aussi de la médecine générale. Pour tout ça, il va falloir, et ça c'est aussi une demande au gouvernement, nous permettre d'être rémunérés correctement quand on fait ces visites à domicile, de rémunérer et de prendre en charge nos frais de transport, et pour les collectivités, de mettre à disposition des véhicules nous permettant d'aller jusqu'à nos patients. Parce que c'est ça aujourd'hui, c'est nous permettre, nous docteurs, de découvrir l'exercice futur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bastien. Dans ta prise de parole tonique, je pense qu'on a tous bien ressenti l'inquiétude très bien exprimée, voilà, de la part du côté des internes en médecine générale. Madame Garnier, peut-être justement, vous, côté collectivité, comment est-ce que vous anticipez? Alors, est-ce que c'est déjà une bonne nouvelle, cette année de docteur junior, pour vous? Et comment est-ce que vous l'anticipez concrètement sur le plan de l'organisation? Qu'est-ce que ça suppose de votre côté? Je crois que la parole m'attendait, en tous les cas, par rapport à... Je vois que notre feuille de route est quasi faite. Alors, d'abord, merci d'associer les élus à cette table ronde. Je ne peux pas ne pas évoquer le fait que la santé n'est pas une compétence régalienne des collectivités locales, mais que vous devez tous, dans vos territoires, avoir vu l'émergence, et c'est plus que l'émergence aujourd'hui, puisque bien sûr la crise, la pandémie Covid est passée par là. Vous voyez quand même des élus territoriaux, notamment les élus locaux, qui sont de plus en plus engagés. Alors, beaucoup étaient déjà engagés quand même sur la prévention, la promotion de la santé, mais l'accès aux soins dans les territoires, en tous les cas en Île-de-France particulièrement, puisqu'on est quand même
le premier désert médical en métropole, les élus, en tous les cas, de par leur proximité avec une population qui est très remontée, et en permanence sollicitée par ces citoyens, par les habitants, pour dire qu'est-ce que vous faites pour l'accès aux soins. Donc vous voyez qu'il y a une mobilisation qui est en tous les cas importante. Du côté de l'Association des maires d'Île-de-France, nous avons publié un livre blanc sur lequel nous avons incité. Nous avons essayé aussi de donner de la méthode en fonction des besoins des territoires. Il n'y a pas une réponse univoque pour pouvoir aider à l'accès aux soins. Donc on est beaucoup dans cette démarche partenariale. Et nous avions également recommandé d'avoir un guichet unique qui doit associer les élus dans nos territoires. Et on voit bien dans l'enquête que vous aviez faite, que vous avez publiée là, les 3 syndicats en octobre 2024, dans ce qu'a mis en évidence l'Observatoire régional de santé, dans son rapport sur les modalités, l'attractivité des territoires entre 2018 et 2021. 60% des nouveaux médecins se sont installés dans les territoires qui étaient les mieux lotis en matière de services publics, en matière d'offres sportives, en matière d'offres culturelles. Donc, les territoires essayent d'y répondre, mais tous les territoires ne peuvent pas offrir toutes ces conditions-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus. Il faut donc avoir aussi cette réflexion. Je vous rappelle également qu'il y aura des élections municipales dans 1 an. En mars 2026, donc la santé est par essence quand même une dimension transpartisane. Les élus ne vont pas dire on ne va pas mettre en place des choses parce que nous, on ne va pas se représenter en mars 2026. Néanmoins, vous voyez aussi qu'il y a une pression financière qui va être importante sur les collectivités territoriales. Je crois que personne ne peut ignorer à tous les niveaux qu'il faut aussi le prendre en considération et qu'il faut continuer aussi, bien sûr, à favoriser les conditions d'accueil des docteurs juniors, mais continuer aussi, en fonction du nouveau zonage qu'on va bientôt avoir également, de continuer à développer l'installation pérenne aussi des docteurs juniors, mais aussi, donc, en tous les cas, de continuer à développer l'accès aux soins dans nos territoires au regard de ce qu'on est capable de faire, notamment dans le cadre de l'aménagement. Donc, nous, au sein de l'Association des maires d'Île-de-France, nous avons commencé à sensibiliser les élus, les maires, et on va renforcer en mettant en place des actions d'information sous forme de webinaire pour se dire comment vous pouvez faire. Il ne faut pas que ce soit considéré, vous devez faire des locaux en plus. Ce n'est pas comme ça qu'il faut concevoir. Ce que nous avons toujours revendiqué, et nous serons toujours là, vous ne trouverez plus, ou j'espère en tous les cas qu'il faut leur dire c'est surtout pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'on essaye vraiment de donner comme méthode, en tous les cas, aux élus, c'est que bien sûr partir des besoins, mais aussi se dire qu'on n'attire pas des professionnels de santé, des futurs médecins, en leur disant, voilà, voyez, vous allez avoir une maison médicale flambant neuve, vous allez avoir... C'est pas comme ça. Ça se construit comme un projet. Il faut savoir aussi que nous avons beaucoup revendiqué vis-à-vis des CPTS qu'il y ait aujourd'hui de vraies interactions entre les élus, les projets de prévention, promotion de la santé, l'accès aux soins des territoires et les projets locaux, des MSP, des CPTS, etc. Aujourd'hui, on a aussi besoin d'optimiser. Donc, vous devez savoir aussi que dans les collectivités, il y a aussi des engagements forts à avoir ces projets locaux de santé qui peuvent aussi, et on l'a remarqué nous aussi en interrogeant nos différents élus, qui interrogent aussi les professionnels de santé, que savoir qu'on est dans un écosystème qui est extrêmement favorable à axer la prévention de la santé. La prévention, c'est extrêmement, bien sûr, il ne faut jamais quand même l'oublier. Et en tous les cas, ce sont tous ces engagements aujourd'hui. On essaye également à notre niveau, et c'est pour ça, je pense, Laure, que c'est important que les élus ne soient pas associés uniquement à se dire qu'est-ce que vous avez comme terrain, comme espace, comme local. Donc on attend aussi les décrets. Est-ce qu'on va... moi j'ai un exemple très concret dans ma commune où la maison médicale est totalement pleine, là où j'ai des MSU.
Si je peux trouver un local pas très loin, est-ce que je vais proposer aux médecins généralistes de se déplacer un peu pour... Voilà, enfin, ça pose quand même des questionnements. Donc, il faut préparer aussi les collectivités territoriales. Et comme l'a dit le président, je crois avoir lu dans la presse un punchline vis-à-vis des collectivités territoriales de ne pas être des suçons. Mais bon, je trouvais que c'était une punchline qui devait faire réagir. En tous les cas, nous, au sein de l'Association des maires d'Île-de-France, nous avons également une revendication forte auprès des maires franciliens de ne pas créer des conditions de concurrence entre les collectivités territoriales, mais de créer des conditions favorables à ce que cet écosystème permette d'attirer de plus en plus des médecins généralistes dans nos territoires. Merci beaucoup. À présent, Olivier, il y a déjà énormément de questions qui ont été ouvertes, donc je te laisse répondre. Et puis nous proposer ta lecture, en tant que président du CNGE, de cette réforme. Voilà, côté enseignant, finalement, comment est-ce qu'on l'anticipe, et au plus auteur du rapport, co-auteur du rapport, mais comment est-ce qu'on l'anticipe, quel éventuel problème ça soulève, et comment toi, quelle est ta vision de ce sujet? Merci beaucoup. Je pense que je vais me joindre à l'agacement prononcé par Bastien Bailleul tout à l'heure, et je vais même aller un peu plus loin, parce qu'il a évoqué la remise d'un rapport il y a un mois. Mais en fait, c'est le deuxième rapport qu'on rend. Le premier rapport nous avait été demandé par les ministres Braun et Sylvie Retailleau. Alors, je compte plus en années, mais je compte en ministre de la Santé maintenant. Le ministre Neuder, donc c'est le 8e ministre qui a succédé à François Braun. Donc, il y a eu quand même un petit peu de temps entre les deux. Alors, ça n'a probablement pas aidé le fait qu'il y ait autant de changements. Mais entre un premier rapport rendu il y a plus d'1 an et demi et un deuxième rapport rendu il y a plus d'1 mois, je vous avoue une forme de sidération au fait que les textes ne soient toujours pas publiés. Ça me semble être un manque de respect immense vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des patients. Et ce deuxième rapport, il n'a pas encore été rendu public, mais je pense pouvoir vous en livrer certains axes. Il s'organise autour de 6 piliers et il émet 26 recommandations. Le premier, c'est autour de la question de la maquette. Vous savez qu'elle a été publiée en août 2023 et le deuxième rapport demande surtout à ce qu'on ne la change pas parce que pour une fois qu'on a réussi à stabiliser quelque chose dans cette 4e année, il faut la conserver précieusement et donc conserver cette maquette qui a été co-construite avec les étudiants et les enseignants et qui nous semble très adaptée. Le deuxième pilier, il est autour de la question de la thèse parce qu'on va quand même avoir un vrai sujet pour faire soutenir 4000 étudiants avant leur phase de docteur junior alors même qu'on a plus de 4000 internes qui sont actuellement à avoir validé leurs 3 années de DES mais pas avoir validé leur thèse. Donc on a un sujet important et donc le rapport demande une dérogation pour les 3 premières promotions qui seront concernées par la réforme et qui puissent soutenir leur thèse pendant l'année de docteur junior et on espère avoir un arbitrage favorable des ministres là-dessus. Le 3e pilier, c'est sur la question de l'appariement. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais il y a quand même un sujet volume sur le nombre de docteurs juniors qui vont arriver et qu'il va falloir apparier dans le cadre de CIDEP, qui a un mécanisme un peu différent, donc qui ne reviendra pas sur le classement, comme ça a été évoqué, mais qui aura un appariement sur le niveau de désirabilité d'un terrain de stage et du docteur junior, et ça sera un système de cœur, et lorsque le docteur junior et le terrain de stage voudront être ensemble, ça permettra de les réunir dans le cadre de cette année de formation. Ensuite, mais ça nécessite quelques ajustements techniques. Si vous voulez, on pourra en discuter dans les questions. Je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus. C'est vraiment du domaine technique. Ensuite, il y a la question de la permanence des soins ambulatoires. Je ne comprends toujours pas comment on s'étonne aujourd'hui que la permanence des soins se fasse quasiment exclusivement, enfin se fasse énormément en milieu hospitalier, qu'on regrette qu'on manque d'effecteurs pour la permanence des soins ambulatoires, alors que le système actuel ne permet pas de former les internes à la permanence des soins ambulatoires, si ce n'est en bricolant des systèmes de remplacement un peu hors cadre. Et donc, effectivement, il faut que cette réforme soit l'occasion de permettre aux internes, aux docteurs juniors, de participer à la permanence des soins ambulatoires, mais qu'ils le permettent sur la base du volontariat. On part de zéro. Notre proposition, c'est de ouvrir cette possibilité à tous ceux qui voudront s'y former, pas de les contraindre et de les obliger.
Et de ce point de vue-là, on espère aussi beaucoup obtenir un arbitrage favorable du ministre. Les 2 derniers points, ils se réfèrent au statut, à la question du statut du docteur junior. Alors on n'a pas demandé exactement, comme le docteur Hamon, à ce que ce soit x2, mais on a demandé à ce qu'il y ait des revenus qui soient sensiblement augmentés, et que le mode de rémunération des docteurs juniors évolue un peu, qu'une partie soit liée à leur activité sans nécessairement que ce soit une corrélation stricte au nombre d'actes. Mais il y a certainement une marge de négociation autour de ça. Mais en tout cas, on a livré un certain nombre de scénarios, d'autres sont ouverts, mais on va avoir besoin d'un arbitrage. Et tant qu'on n'arbitre pas, ça met tous les futurs docteurs juniors dans une situation d'insécurité que je comprends très bien. Et donc, nous attendons cet arbitrage avec beaucoup d'impatience. Et nous l'attendons également pour les enseignants, à la fois les maîtres de stage universitaires, sur les modes de rémunération. Les maîtres de stage vont devoir investir dans des locaux, dans des secrétariats, des logiciels. Enfin, c'est pas à vous que je vais faire la liste de toutes les charges qui peuvent afférer à l'accueil d'un jeune collègue. Mais il faut qu'il y ait un modèle économique qui soit viable pour eux. Et pour le moment, ce modèle économique, là aussi, plusieurs ont été proposés et on est toujours en attente des arbitrages depuis plus d'1 an et demi. Ça commence à devenir vraiment très long. Et enfin, il nous faut des encadrants. Il nous faut renforcer les départements universitaires de médecine générale. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la spécialité la plus en difficulté pour encadrer ces internes en dehors de la médecine générale, c'est la psychiatrie. La psychiatrie, ils ont 1 enseignant universitaire pour 13 internes. Je ne sais pas si je dois vous dire ici, parce que j'ai peur d'être enregistré et je ne voudrais surtout pas me fâcher avec mon voisin de gauche, mais certaines spécialités mieux dotées, dont je tairai les noms, peuvent être à 1 pour 3 en termes d'enseignants et d'internes. En médecine générale, on est à plus de 1 pour 50. Donc vous imaginez les difficultés majeures organisationnelles pour encadrer l'ensemble des étudiants. Et donc, ce à quoi, lorsque ce point-là est renvoyé à la tutelle, leur retour, c'est « Oui, mais vous savez, le parcours pour devenir enseignant est particulièrement exigeant. Il faut valider un master, une thèse de sciences, c'est très très difficile, tout ça. Et donc, on ne peut pas galvauder le niveau des enseignants et donc on souhaite que les mêmes exigences soient portées pour la médecine générale. » Le CNGE a répondu chiche. Vous savez qu'il y a une sous-section CNU, la section 5303, qui a édicté un certain nombre de critères très exigeants pour pouvoir devenir enseignant universitaire. Aujourd'hui même, et c'est une coïncidence malheureuse, est publiée au journal officiel l'ouverture des postes sur les futurs enseignants de médecine générale et de toutes les spécialités pour l'année à venir. Nous avions pour les candidats PU 6 candidats qui avaient validé toutes les centaines de haies imposées par le conseil du FR, l'évaluation par le conseil scientifique, tout ce qu'on peut imaginer d'assez complexe en local. 6 candidats qui ont validé tout ça et que le CNU était prêt à auditionner et à ouvrir les postes. 2 postes ont été ouverts au journal officiel. Nous avions pour les maîtres de conférences 13 candidats qui avaient validé ce même parcours du combattant et nous avons 6 postes ouverts au journal officiel. C'est absolument incompréhensible dans le contexte actuel. Nous avons besoin d'augmenter très largement les effectifs d'enseignants. Et donc, je partage l'inquiétude. Je ne partage pas les solutions. Je pense que exiger un report aujourd'hui, ça serait enterrer la réforme et ça serait définitivement ouvrir grand les portes à la loi Garot, disant que puisque vous n'êtes pas capable de vous organiser, on va le faire pour vous, on va donner la main aux députés, et ils savent très bien ce qui est bon pour vous. Par contre, là où je rejoins Bastien largement, c'est que je pense que c'est le moment d'exiger, de poser nos conditions, d'exiger que les textes sortent, d'exiger que le comité de suivi soit enfin connu, parce que ça fait là aussi plus d'1 mois qu'on dit à Guillaume, il va y avoir un comité de suivi, ça va être très bien, on va pouvoir suivre et on va pouvoir donner un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on va s'accorder pour dire voilà les conditions pour que la 4e année puisse être mise en œuvre en novembre 2026, voilà les conditions qui la feraient décaler éventuellement, et voilà quel est le rétro-calendrier pour s'assurer que tout soit mis en œuvre pour y arriver. Mais pour ça, on a besoin des textes urgemment, que le comité de suivi soit publié urgemment et que le ministère revoie sa copie sur les ouvertures de postes universitaires. C'est pas complètement trop tard, mais je pense qu'on va avoir besoin de la mobilisation de toutes et tous. Vous êtes très nombreux dans cette salle, donc j'espère qu'on va pouvoir
voilà, se soutenir dans ce combat qui n'est pas simple. Vous connaissez la situation budgétaire actuelle, ça a été rappelé par ma voisine de droite, donc ce qui ne nous aide pas. Je pense, parce qu'il va s'exprimer ce soir, que le ministre de la Santé est plutôt un allié sur le sujet, mais sans trahir trop de secrets. Je pense que d'autres acteurs, notamment à Matignon, freinent énormément sur cette réforme et qu'on va avoir besoin de les stimuler de toute notre force pour pouvoir avancer. Alors je voudrais quand même terminer sur une note d'optimisme, parce que sinon vous allez trouver mon discours un peu lourd, et vous dire que j'ai regardé avec joie le classement qui est sorti il y a quelques temps, le World Happiness Report. Je ne sais pas si vous connaissez ce classement qui dit dans quel pays on est le plus heureux au monde. Et pour la 8e année d'affilée, c'est la Finlande. Alors vous dites, mais pourquoi il nous raconte ça ? Pourquoi il nous raconte ça ? Parce que je vais tester votre esprit critique et je vais voir si vous avez tous à l'esprit que corrélation n'est pas synonyme de cause. Mais en Finlande, le DES de médecine générale, il est à 6 ans. Je vous remercie. Alors, on va continuer avec Guillaume Bailly. Donc, Guillaume, qui était ancien président de l'ISNI et qui est donc officiellement présent aujourd'hui pour le ministère pour la 4e année. Mais je vais te laisser te présenter parce qu'en fait, on a eu du mal à savoir à quel titre tu pouvais intervenir. Eh bien, moi-même, j'ai eu du mal. Je suis très content d'être parmi vous. C'est pas un exercice évident pour moi, évidemment, parce que j'ai parce qu'on essaye de s'aborder mon intervention. Parce que j'ai la casquette, évidemment, d'ancien président de l'ISNI, où voilà, on représentait tous les internes, une partie des internes de médecine générale. J'ai la casquette d'une spécialité, je ne veux pas me fâcher avec mon voisin de droite, mais qui est un peu compliquée de par l'image qu'elle renvoie, c'est la cardiologie. On n'est pas très bien vu, et très honnêtement, quand je vois certains confrères, je peux comprendre que la cardiologie a aussi peut-être du travail à faire de son côté, mais ce n'est pas le congrès de cardio, je me réserve le droit de leur dire, d'une part. Et enfin, peut-être la casquette la plus difficile à endosser, c'est celle du gouvernement, dans une période où tout le monde est inquiet, à la fois les maîtres de stage universitaires. Je vois beaucoup d'internes dans la salle qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, est-ce qu'ils vont être envoyés dans les déserts médicaux. Il y a Garot qui fait les grands titres, est-ce qu'on va avoir une PDSA qui est obligatoire? Moi, le premier élément que je veux vous apporter, c'est un élément non pas de fleur au fusil, mais c'est un élément quand même d'assurance. Je pense qu'il y a un seul mot qui doit s'associer à cette 4e année, c'est le succès. Et nous, on n'envisage que son succès, on n'envisage pas de report, on n'envisage pas que ça ne fonctionne pas. Et pour ce faire, moi, je peux vous faire qu'une seule promesse pour l'instant, je ne suis pas du tout ministre et je ne suis pas bébé ministre non plus. D'accord ? C'est Yannick Noder qui dira les choses ce soir s'il y a des choses à dire. Donc voilà, moi je suis là juste pour lancer le comité de suivi, et la promesse que je peux vous faire, c'est que le gouvernement et le cabinet se donnent corps et âme, matin, midi et soir en ce moment, mais même bien avant, pour que ça fonctionne. Donc évidemment, nous on a beaucoup d'inconnus dans l'équation. On a des patrons comme vous, hein, comme tous, c'est-à-dire qu'on a des gens plus hauts qui prennent les décisions. Nous on a travaillé différents scénarios. On parlait beaucoup du rapport sur la 4e année, du 2e rapport, il faut le rappeler. Là, on en a un qui est un peu plus neuf. Et il a été force de proposition, ce rapport. On a pu beaucoup travailler dessus et élaborer différents scénarios là-dessus. Les scénarios sont sur la table de Matignon. On attend nous-mêmes des arbitrages pour pouvoir annoncer les choses. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si ce soir, le ministre de la Santé va arriver avec la conclusion de ces arbitrages. En tout cas, il a la volonté que ça avance. Et je confirme que c'est un allié. C'est un allié dans cette vocation. Donc le premier message que je voulais passer, c'est vraiment peut-être pas de vous rassurer, parce que je n'ai pas la prétention de le faire, encore une fois, mais ce que je peux vous assurer, c'est de la conviction qu'on va y arriver, premièrement, et qu'on est aussi tout à fait conscient, et c'est même ça le but du comité de pilotage, des difficultés inhérentes qui vont arriver. C'est-à-dire que je sais qu'à Paris et en Ile-de-France, c'est compliqué, qu'on n'a pas les maîtres de stage universitaires, qu'on n'a pas forcément les lieux. J'entends aussi les maires qui sont prêts à mettre la main à la pâte, donc on va vous mettre dedans. Je sais que dans certaines régions, ça fonctionne un peu mieux. En Occitanie, et je ne dis pas Grenoble parce que le ministre vient de là-bas, mais en tout cas à Grenoble, il y a un état des lieux qui est aussi un peu plus rassurant. Donc ça fonctionne à certains égards, ça fonctionne moins bien dans d'autres endroits. Et on sait qu'on va essayer de s'inspirer des endroits où ça fonctionne bien pour essayer de donner l'impulsion, notamment en Ile-de-France. Ça, c'est un élément absolument fondamental pour nous.
je pense qu'il y a 2 messages aussi que je veux faire passer, à la fois pour les internes qui nous écoutent. Moi-même, je suis docteur junior, hein, donc je suis tout à fait conscient. J'avais lancé, quand j'étais président de l'ISNI, l'enquête sur la santé mentale. Moi-même, je vis ces difficultés quotidiennes à l'hôpital, etc. Le premier message, c'est un message pour les internes. D'une part, ce ne sera pas pour vous un ça se passe numéro 2. Ça, c'est un élément qui est concret. On n'a pas vocation à calquer la 4e année de médecine générale sur ce que vous connaîtrez de manière plus précoce dans votre maquette. C'est un élément que j'ai beaucoup entendu quand moi-même j'étais président, que je continue par entendre quand on auditionne les associations d'étudiants. C'est un élément hyper concret. Un autre élément sur lequel on est particulièrement vigilant, parce que ça concourt aussi avec cette enquête santé mentale, c'est la sécurité. La sécurité, le fait que dans les terrains de stage, il n'y ait pas de harcèlement. Dans les terrains de stage, comme tu l'as dit Bastien, il y ait un moyen d'acheminer le docteur junior de son lieu où il vit jusqu'à son lieu d'exercice, quel qu'il soit. Parce qu'on n'a pas envie non plus de répéter nos erreurs, que ce soit à l'hôpital, que ce soit là, et d'isoler des gens. Parce que c'est ça qui mène au harcèlement, c'est ça qui mène à beaucoup de difficultés, et ce qui malheureusement aujourd'hui fait qu'on perd un nombre, à mon sens, impressionnant de médecins en formation pendant leurs études. Ils vont se former ailleurs ou tout simplement ils arrêtent la médecine. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui est insupportable à accepter, qu'on ne peut pas accepter. Donc c'est la sécurité. Et pour faire cette transition-là, on a un vrai rôle à ce moment-là des MSU, des maîtres de stage universitaires. C'est peut-être le deuxième message aussi de réassurance. C'est de vous dire qu'on va créer ce statut sur mesure, évidemment, qu'on va ajuster à toutes les difficultés qui seront inhérentes, mais que le maître de stage universitaire, le but, c'est d'en faire un statut qui est attractif. C'est vraiment de vous dire que vous allez pouvoir être reconnu à la fois par vos pairs, par les étudiants que vous encadrerez, et derrière, évidemment, il y aura une rémunération qui sera attractive pour vous. Voilà. Ça, c'est les 2 éléments sur lesquels je voulais insister, qui sont particulièrement importants. Et on n'est pas du tout en train de mettre, comme je vous le disais, la fleur au fusil en se disant qu'on va y arriver, qu'on va pas se bouger, tout ça. On est tout à fait conscient qu'aujourd'hui, on manque de maîtres de stage universitaires. D'où l'intérêt aussi de mettre, comme l'a évoqué Bastien notamment, des médecins accueillants, qui sont des confrères, qui sont là aussi pour accompagner quotidiennement le docteur junior, sans pour autant assurer cette charge universitaire. Pour celles et ceux qui le souhaiteront, il y aura derrière une formation, il y aura tout sera mis en place pour assurer cette transition de médecin accueillant vers le maître de stage universitaire. Donc, le rôle du comité de suivi, hélas, il n'a pas encore commencé. Donc forcément, moi, j'avais un petit peu peur de me pointer devant vous avec un discours plat. Vous allez peut-être me dire, bah, il est complètement plat. Voilà. Moi, ce que je peux vous assurer, c'est que dès que j'ai le feu vert, j'ai une liste énorme de gens à consulter. J'ai les maires, j'ai l'Association des maires de France, David Lisnard. J'ai tout le monde qui veut se mettre autour de cette table pour avancer. Tout le monde. Et je pense que c'était Napoléon qui disait « impossible n'est pas français ». Je pense qu'on va y arriver, sincèrement, parce que, en fait, quand je vois qu'aujourd'hui, des parlementaires qui ne connaissent pas nécessairement le sujet de santé, quand je vois que des candidats à la présidentielle 2027, on en discutait tout à l'heure, n'en font même pas un sujet régalien, la santé. Tandis que quand on interroge à contrario les Français, ça fait partie des premiers éléments avec, alors je crois qu'il y avait l'immigration, je crois qu'il y avait l'économie, je crois qu'il y avait la santé. Donc la santé a toujours côtoyé le podium des revendications des Français. Pour autant, nous, en tant que professionnels de santé, on n'arrive pas, et force est de constater, à sensibiliser les décideurs publics à la santé. Et bien là, je crois qu'on a une occasion en or de le faire, de montrer qu'on sait s'organiser, qu'on n'a pas besoin en fait que des gens se pointent la semaine prochaine à l'Assemblée nationale pour nous imposer une coercition, pour nous imposer des contraintes qui seraient contre-productives et pour lesquelles en fait on n'a pas signé quand on est jeune médecin. Quand on est jeune médecin, on a envie de soigner en liberté, on a envie de découvrir des modes d'exercice, on a envie de servir son pays, on a envie de faire de la médecine tout simplement, on n'a pas envie que je ne citerai personne évidemment, mais nous disent comment soigner, où soigner et surtout à quel prix. Donc en tout cas, l'engagement, et ça c'est un message fort aussi que je veux apporter, nous on a une équation qui est énorme, enfin on a une inconnue dans l'équation qui est énorme en ce moment, c'est la loi Garot. On ne sait pas ce qui va en être. La PDSA, pour apporter une réponse concrète, le ministre a tranché, elle ne devrait pas être obligatoire. Maintenant, Garot, vous avez vu que dans ces amendements, il peut y en avoir d'autres, lui propose qu'elle le soit. Donc en fait, on n'a pas envie de créer d'effet de bord, on n'a pas envie non plus que
parce que la PDSA n'était pas obligatoire ni présente, du moins à un taux satisfaisant, dans la maquette de médecine générale, elles deviennent pour autant obligatoires et que ça nous échappe des mains. Vous voyez ? D'où l'intérêt vraiment de continuer ce dialogue entre professionnels de santé, entre médecins. Et moi, c'est mon rôle. Moi, je suis vraiment responsable du comité de suivi. Je vais avoir autant des maires, autant des conseillers régionaux, départementaux, des professeurs de médecine, tout le monde, des étudiants, pour que ça fonctionne. Voilà. C'est pas du tout un discours... franchement, j'ai réfléchi jusqu'à, quand j'étais en train de manger mon McDo tout à l'heure, à ce que j'allais vous dire. Parce que je me suis dit, j'ai vraiment tout contre moi là. Je suis cardiologue, je suis ancien de Disney et je suis au gouvernement. Donc je me demandais où étaient les patates, ça va, enfin les tomates pourries, ça va. Pour l'instant, je n'en ai pas encore reçu. Moi, tout ce que je peux vous dire en guise de conclusion, et pardon d'avoir été trop long, c'est vraiment c'est l'engagement. Je suis quelqu'un qui m'astreint à une rigueur énorme vis-à-vis de moi-même dans ma vie. Et je peux vous assurer que pour moi, c'est déjà un privilège et un honneur d'avoir été nommé et que je vais dégager la même énergie pour que ce comité de suivi aille au bout. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, on a pour l'instant très bien respecté le timing et compte tenu j'allais dire le caractère un peu chaud du sujet, il est évidemment important de laisser place aux tomates pourries, justement, et donc de céder la parole à la salle. Non, évidemment, ça peut être constructif aussi. Donc voilà, s'il y a des questions, dirigez-vous vers les micros pour les prises de parole. Je vous propose de faire des questions courtes pour qu'il puisse y avoir un maximum de prises de parole pour ceux qui le souhaitent, en tout cas. Bonjour, Frédéric Zorzi de Lyon. Il y a 2-3 freins que j'aimerais évoquer avec vous, notamment la notion qu'un MSU peut avoir que 2 étudiants de 3e cycle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de MSU qui ont un niveau 1 et un niveau 2 et qui devront choisir qu'est-ce qui continue en plus du DJ. Est-ce qu'on peut imaginer une dérogation transitoire là-dessus? Deuxième question, un seul DJ par site d'exercice. Or, ils vont être 3 jours sur site. 3 jours x 2, ça fait 6 jours. Il y en a 7 dans la semaine. Est-ce qu'on peut imaginer une dérogation transitoire aussi? Et puis, enfin, vous partagez l'expérience de l'incubateur Santé Solidaire, l'Inter-CPTS du Rhône, anime des lieux de consultation où les MSU vont consulter pendant que les DJ seront dans leur cabinet. Merci beaucoup. Je sens que je vais garder un peu le micro là. Alors, sur la première remarque, sur combien de DJ par MSU, c'est un sujet qui n'est pas arbitré sur le plan réglementaire. Par contre, le rapport a émis des recommandations. Pour permettre un peu de souplesse, parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait un seul interne nécessairement par MSU. Donc on va pouvoir ouvrir, mais par contre, il ne faut pas non plus qu'il y ait d'effet d'aubaine à prendre 10 DJ dans des locaux, et voilà, ça n'aurait pas de sens. Donc l'idée, c'est plutôt de proposer 2 internes pour un MSU, que l'interne soit niveau 1, niveau 2 ou DJ. Et on verra s'il peut y avoir un tout petit peu de souplesse dans des situations particulières, mais l'ordre de grandeur à retenir, c'est celui-là. Alors après, je voudrais tordre le cou à une idée reçue, et merci beaucoup Frédéric de me permettre de le faire. Il n'est écrit nulle part, et dans aucun des rapports il a été préconisé de faire ça, et a priori c'est pas dans la tête du ministre non plus, de dire un DJ par structure. Je veux dire, il y a des maisons de santé pluriprofessionnelles ou des centres de santé ou des structures même universitaires qui ont des locaux qui se sont préparés pour ça, qui ont plusieurs maîtres de stage, évidemment qu'il pourrait y avoir plusieurs docteurs juniors. Donc vraiment, je voudrais déconstruire ce fantasme-là. Il pourra y avoir plusieurs docteurs juniors dans une même structure. Voilà, donc pas de stress là-dessus. Et après, pour le dernier point, je suis hyper preneur de toutes les initiatives locales qui marchent bien. Et donc on pourra en reparler. Je sais bien qu'il y a plein d'initiatives qui sont porteuses de fruits. Et en fait... j'ai juste oublié de vous dire le truc le plus important que je devais vous dire tout à l'heure, donc je profite du fait d'avoir le micro pour en profiter. On prendra la question juste après.
malgré le contexte, et j'espère que ça vous enthousiasmera encore un peu plus que la Finlande, malgré le contexte, malgré les difficultés actuelles, malgré le fait qu'on n'ait pas de texte, je vais quand même vous livrer en exclusivité le nombre de maîtres de stage universitaires au 1er janvier 2025. L'enquête vient de se terminer la semaine dernière. On est à plus de 14 340. Donc on est à plus d'un quart des médecins généralistes en exercice et on a encore fait près de plus de 500 par rapport à l'an dernier. Donc on est sur une dynamique très forte. Maintenant, moi je communique ce chiffre avec beaucoup d'enthousiasme au ministère en disant c'est quand même formidable. Malgré tout ce qu'on a, tous les bâtons qu'on a dans les roues, il y a une mobilisation des DMG et des collègues qui est vraiment juste phénoménale et je tiens à les remercier parce que j'en vois beaucoup ici. Leur retour, ça a été oh oui, mais du coup, est-ce que vous êtes sûr qu'on sera prêt ? Mais j'ai eu envie de balancer mon ordi. Mais on sera prêt si on a les textes. Comment vous voulez qu'on recrute les maîtres de stage si on n'a pas les textes ? Comment vous voulez que les gens se projettent en disant ok, j'investis dans des locaux, dans une secrétaire, dans tout ce qu'il faut pour accueillir un docteur junior si j'ai aucune idée du modèle économique ? Donc voilà, par pitié, appuyons tous ensemble, partout où on peut. Au niveau de la santé probablement, mais si certains d'entre vous ont des contacts à Matignon directement, ça serait super. Parce que là, vraiment, il faut qu'on les débloque. On a une occasion en or d'avancer sur la formation, sur l'offre de soins. Et voilà, ça serait vraiment trop dommage que les textes ne sortent pas suffisamment tôt et qu'on ne transforme pas ce bel essai. Voilà, merci beaucoup et pardon, je vous laisse poser la question. Et je me permets juste de rebondir sur ce que vient de dire le professeur Saint-Lary. Évidemment, même, il faudra permettre qu'il y ait plusieurs docteurs juniors dans des structures. Et un des objectifs qu'on prône de mettre un MSU ou un médecin accueillant avec un docteur junior, c'est aussi pour rompre l'isolement des futurs docteurs juniors. On ne peut pas se permettre d'isoler encore plus les docteurs juniors. Donc oui, bien sûr, plusieurs docteurs juniors au même endroit, c'est bien sûr possible. Et enfin, il va falloir aussi soulever que pour les MSU, un docteur junior, ça va quand même être un exercice un peu spécial, vu que pour une fois, le patient dont on va faire le débriefing, ce ne sera pas le patient du MSU, qui n'aura pas l'expertise que le MSU a habituellement sur sa patientèle. Ce sera le patient du docteur junior. Donc l'exercice va être un peu plus compliqué, avec une explication peut-être parfois du dossier qui sera nécessaire. Donc attention à multiplier les exercices en tant que MSU pour accueillir plusieurs docteurs juniors ou internes en même temps. Bonjour, je m'appelle Morgane, je suis interne en médecine générale en région centre et moi je voudrais vous demander ce que vous allez faire pour nous protéger. Parce que là vous parlez de salaire, mais moi j'en suis même pas à ces considérations-là. Mardi, nous avons eu nos chouettes de stage de SaSPAS. L'ARS de la région centre a décidé de façon unilatérale d'appliquer une adéquation parfaite entre le nombre de SaSPAS disponibles et le nombre d'internes qui devaient réaliser ce SaSPAS pour finir leur internat. Ils ont même été si coercitifs qu'il a manqué un poste. Donc il y a un interne qui n'avait pas de SaSPAS disponible pour pouvoir terminer son internat. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé ça ? Pour nous inviter à aller visiter la région centre. Pourquoi pas ? J'entends qu'on est trop nombreux à être en Indre-et-Loire. Du coup, ils ont supprimé 8 terrains de stage sur 18 des SaSPAS de l'Indre-et-Loire. J'aimerais bien d'ailleurs connaître le point de vue des MSU dont on a fermé l'agrément, ça m'intéresserait. Donc l'été dernier, il y avait 18 SaSPAS en Indre-et-Loire, là il n'y en a plus que 10. Mes co-internes d'Indre-et-Loire sont partis sur Orléans et Blois. Ceux d'Orléans et de Blois ont choisi de façon arbitraire des stages dans le 18, le 28, le 36. Et du coup, ceux qui avaient péniblement réussi à construire quelque chose pendant 5 semestres dans le 18, le 28 ou le 36 se sont retrouvés à l'autre bout de la région centre alors qu'ils étaient en train d'investir ces territoires désertés qu'on nous demande d'investir. Pendant le choix de stage, j'ai demandé à l'ARS pendant un temps mort d'une demi-heure si on pouvait discuter de ça. On m'a dit de me taire. Moi, du fait de mon parcours, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants et on me dit encore de me taire. Alors je voudrais savoir quelle aide vous allez nous apporter pour qu'on puisse nous défendre. Merci beaucoup. Je passerai volontiers la parole à l'ARS, mais on va me dire que ce n'est pas la même ARS. Je m'en doutais de votre réponse.
Ben, Olivier, je vais honnêtement- répondre. Moi, je veux bien répondre en tant qu'enseignante, pour le coup, tu vas pas prendre. Je pense que là, on n'est pas exactement. Ici, on est quand même. Le but, c'est de trouver les leviers pour réussir la réforme de la 4e année sur un territoire comme l'Île-de-France. Donc, il y a des spécificités par territoire. Et en Île-de-France, on fait une adéquation parfaite. Donc, on comprend la colère, on comprend ce que tu dis, mais je pense qu'il y a quelque chose à voir avec ton DMG. Tenir 6 mois, on sait qu'on doit le faire. Tenir 1 an et demi, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un intérêt à aborder ce sujet aujourd'hui. Mais Tenir 6 mois, on sait- juste, ta question est très claire. Je ne peux pas te répondre dans le détail sur ce qui s'est passé au niveau de l'ARS. Non, c'est pas ma demande. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que sur les modalités de choix des docteurs juniors, elles vont être complètement différentes de celles-là. J'espère. Donc cette situation-là, elle ne pourra pas se produire. Le but du jeu, c'est vraiment de vous accompagner sur un projet professionnel avec ce fameux matching. Et le matching, très concrètement, ça veut dire que toi, tu as un projet professionnel d'installation en Indre-et-Loire, par exemple. Tu sais qu'il y a X maîtres de stage ou X médecins accueillants dans cet endroit-là. C'est d'aller les voir, de discuter de ton projet et que l'un d'entre eux te dise « super ». Ton profil correspond au souhait que je voudrais avoir comme futur collègue et donc je lui mets 5 cœurs. Tu lui mets 5 cœurs aussi, tu es sûr d'avoir le terrain de stage, il n'y a pas de possibilité de se retrouver à être Quand muté je ailleurs. vois qu'on n'arrive pas à compter une liste à un interne près, ça me fait un peu peur, c'est tout. Je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Pensez-y, quoi, vraiment. C'est bien noté. Oui, bonjour, docteur Anne-Crique Ayotte. Moi, je suis de Martinique, je suis la présidente de l'URML de Martinique. Alors, je sais, mais Paris n'est pas la France, même si c'est dédié à l'URPS Île-de-France et l'installation. Je pense que la globalité de tous les territoires doit être prise en compte. Nous, on a un vrai problème. C'est la seule région où on a 3 ARS pour une seule fac, avec des disparités énormes. Donc, c'est l'ARS de Guadeloupe qui fait le tempo. Donc, les internes y vont soit Martinique, soit Guadeloupe, soit la Guyane. Les billets d'avion arrivent en retard. Alors, comment vous allez faire quand on a des docteurs juniors? Parce que le docteur qui est en Martinique, alors que le billet d'avion Martinique pour aller à Guyane, c'est 600 €. On paye en retard. Ils sont dans des difficultés financières énormes. De notre côté, nous, on essaie de faire au sein de l'URML tout ce qu'on peut pour aider nos internes de Martinique, parce que l'URML Martinique, elle correspond à ceux de Martinique. On ne correspond pas au financement à la Guadeloupe ni à la Guyane, qui ne fonctionnent pas du tout par le même système, et que vu depuis Paris, ces 2 petites îles à côté, la Guyane, c'est pas bien loin, c'est la même chose. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et quand on arrive en réalité, les internes, quand ils demandent un interchu, on leur dit vous pouvez pas. Ils se retrouvent là, on a un stand, ils viennent tous nous voir, on viendrait bien chez vous, mais c'est refusé. Donc il faut vraiment une homogénéité. Il faut avoir du pratico-pratique, parce que moi, je suis MSU. On ne sait jamais si on a un interne, si on n'en a pas, on ne sait pas, parce que c'est l'ARS de Guadeloupe qui mène la danse. Donc, on a supprimé les postes, il y en a moins par-ci. Donc, comment voulez-vous recruter des MSU? Comment voulez-vous investir des médecins qui s'investissent? Parce que quand on a un interne, ça prend du temps, on les encadre. Chez nous, les loyers, c'est presque comme l'Île-de-France, ils sont très chers. Donc, il faut installer, il faut prévoir un local pour le docteur junior. On n'a aucune visibilité, aucun système de savoir ce qu'on va devenir. Vous parlez des élus, madame, mais nous, les élus, c'est mystère et boule de gomme, parce que les élus, ils donnent jamais réponse aux questions pratiques des internes. On ne leur offre pas de logement. Ils ont le billet d'avion à payer. La voiture, ils ne l'ont pas. Et toutes ces interrogations, on ne sait pas comment faire. Beaucoup de questions dans votre intervention. Je vais me focaliser sur les internes, parce que c'est un problème qui est inhérent. Pour accueillir, il y a un interne qui vient et il y a un maître de stage qui le reçoit. Donc il y a les deux. Absolument. Non, déjà, Paris ne regarde pas du haut de la Tour Eiffel les autres régions. Ça, c'est un élément. Je vous dis ça d'un. Ouais. Ok, terrain pentu. Excusez-moi, là, je crois que c'est Joker. Joker. Terrain pentu. Non. En tout cas, c'est pas mon regard. Moi, je suis né à Paris, c'est pas mon regard. Voilà, c'est un élément. Et je saurais aussi le dire si j'entends ce genre de... Je vous attends avec impatience. Madame, on en discutera après. Je suis tout à fait disponible pour échanger avec grand plaisir. Juste simplement, les difficultés que vous exposez,
elles sont absolument réelles et partagées par l'ensemble des internes. Je vous prenais l'exemple des internes qui sont dans ces îles, qui doivent faire des cours de DES en métropole. Il n'y a pas de financement. Donc en fait, ils financent eux-mêmes sur leur propre denier leurs allers-retours. Ça leur coûte plusieurs milliers d'euros et plusieurs fois par internat. Alors on est passé maintenant à des cours Zoom, etc., ce qui fait que maintenant que c'est plus facile, mais on a quand même une partie de présentiel obligatoire qui fait que pour ces internes-là, il y a une vraie discrimination qui est en place. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, peut-être, je ne peux pas trop vous répondre sur les élus, sur l'architecture électorale au niveau de ces îles, mais c'est une difficulté qu'on a identifiée parce que partagée par de nombreux internes, et moi-même, quand j'étais président de l'ISNI, c'est un sujet sur lequel je me suis particulièrement engagé. Voilà. Donc c'est un élément sur lequel on va travailler activement. Très bien, j'entends bien, mais je pense on va passer à la question suivante. J'entends, mais moi j'aimerais bien qu'on ait des réponses et du pratique. Alors juste, voilà, sur la question Martinique, etc., je suis désolée, on ne peut pas précisément traiter le sujet dans l'URPS Île-de-France, mais on a bien noté le sujet. Sébastien Adnaud, moi je viens pas de Paris, je viens de Marseille, le sud. Oh là là. Il fait super beau en ce moment chez nous, il fait pourri chez vous là aujourd'hui. Ouais, mais on a gagné le dernier derby. Ouais. Ce n'est que partie remise. Un petit point plutôt. Alors moi je suis MG France, mais je suis surtout là je vais parler au nom de l'URPS Médecins Libéraux PACA, dont je suis le secrétaire général. On a mis juste un témoignage sur la collaboration qu'on a eue sur la région PACA avec un département, un petit département qui est le Vaucluse, où le conseil départemental a mis une agence spécifique qui s'appelle Vaucluse Santé Attractivité, qui est d'ailleurs présente sur le congrès, qui est un stand, pour travailler sur cette question des docteurs juniors sur ce petit département. Juste un témoignage pour le travail qu'il y a à faire. Le besoin sur Marseille, donc Marseille, 600 ou 700 internes, 3 promos confondus. Je crois qu'il y a une secrétaire administrative qui gère ces internes et une chargée de mission par le biais d'un CEPOM. 200 postes de docteurs juniors à faire et 200 MSU évidemment pour remplacer, 200 postes de MSU pour remplacer les SN1 et les SASPAS qui seront forcément pris en charge par ces médecins qui deviendront MSU docteurs juniors. On a expérimenté une méthode de traitement des listes, donc des listes de l'ARS des médecins MSU à l'URPS ML PACA, qui a mobilisé 2 chargés de mission à temps plein sur plus d'une semaine pour faire le nettoyage des listes qui sont à l'ARS, donc les listes officielles, qui nous ont permis d'éliminer les retraités en 2026, les décédés, il y en avait dans la liste, des fins d'agrément en 2026, etc., pour une évaluation des besoins qu'il y avait sur le Vaucluse, qui était de 40 postes de docteurs juniors. Finalement, avec un nombre de MSU qui déjà sur ces listes était à 80, mais qui a baissé à 50 quand on a éliminé tout ça. Et ensuite, on a mis autour de la table les CPTS du Vaucluse pour aller demander à ces maîtres de stage si, en effet, réellement, en 2026, ils seraient disponibles pour avoir un docteur junior. Donc, on a parlé de la faisabilité, de la disponibilité, des locaux, de l'organisation du travail, et on est tombé finalement à 23 postes. C'est-à-dire que dans un département comme le Vaucluse, on est passé de 80 MSU sur une liste officielle de l'ARS à finalement 23 postes qui seront réalisables effectivement sur un besoin de 40. Donc, je ne vous raconte pas comment on dit à Marseille, on n'a pas le cul sorti des ronces pour trouver le nombre de postes de docteurs juniors, en sachant qu'à l'URPS Médecins Libéraux PACA, notre objectif, c'est 100% des docteurs juniors en ville. Qu'est-ce qui va se passer si on n'a que 20% des docteurs juniors qui seront en ville ? Merci beaucoup. Ce travail de nettoyage des listes, il est extrêmement important. Il se fait dans différentes régions et il y a beaucoup d'initiatives. Il y a notamment François Carbonel au bureau du CNGE qui travaille beaucoup avec la DGOS pour essayer de nous mettre le plus d'équerre possible sur les listes de maîtres de stage et que les besoins correspondent bien à la réalité. On partage à 200%. Après, sur l'identification des besoins et comment monter en charge, je vous renvoie à tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la nécessité des textes. Alors moi, j'ai quand même peut-être un élément de relatif optimisme à apporter, c'est que parmi les organismes de formation, on a quelques retours sur les demandes de formation pour devenir maître de stage.
et cette année, en 2025, les chiffres explosent. Donc on a vraiment une demande de futurs maîtres de stage qui est beaucoup plus importante que les années précédentes. Donc on peut espérer que ça donne lieu à un certain nombre de futurs MSU et qu'on arrive, on partage tous cet objectif. Alors je peux pas m'empêcher quand même d'adresser un petit sourire notamment au syndicat d'internes parce que comment vous dire, dans la préparation du premier rapport, je me suis fait hurler dessus quand on demandait à ce que les stages se fassent en ambulatoire. On a dit non, ils doivent aussi pouvoir se faire à l'hôpital pour ceux qui ont un projet hospitalier, c'est important, tout ça, machin. Ok, donc on a dit ils doivent se faire en ambulatoire et sur projet professionnel, vraiment dans des situations très spécifiques, tout ça à l'hôpital, dans les cas où les gens en font une FST de médecine polyvalente et souhaitent vraiment un poste à l'hôpital. Mais la règle, c'est l'ambulatoire, les territoires. Ça n'a pas été aussi simple que ça, mais on a obtenu ça dans le premier rapport et c'est là-dessus, a priori, qu'on s'oriente. Je suis vraiment, vraiment super content, et je remercie beaucoup l'ISNAR et l'ISNI d'entendre aujourd'hui que le scandale serait que les stages se fassent à l'hôpital, parce que je partage ce point de vue-là depuis le début, et croyez-nous, vraiment, on travaille et on fait tout ce qu'on peut pour que tous les stages, en tout cas de tous les internes qui le souhaitent, puissent avoir lieu en ambulatoire. Merci beaucoup. Moi, je veux bien compléter juste ce qui vient d'être dit sur Marseille, parce qu'on a eu le même sondage en Ile-de-France. On y a répondu. Alain Jaby nous a contactés de mon département. Je crois qu'on nous a demandé combien de lieux on avait pour les docteurs juniors. Je vais vous donner la réponse. On a dit 0. On a dit 0 parce qu'en fait, on ne peut pas recruter des maîtres de stage. Et je pense que c'est le cas à Marseille aussi. On ne peut pas se projeter, et c'est ce que disait Olivier, y compris, peu importe le mode d'exercice, dans l'accueil d'étudiants, si on ne sait pas dans quelles conditions ils vont être. C'est impossible. Et sincèrement, on n'a pas de lieu de stage parce qu'aucun maître de stage aujourd'hui, dans les conditions actuelles, va mettre à disposition un local en disant « je vais avoir un docteur junior, je ne sais pas comment, mais je garde un local vide ». Ça n'existe pas. Donc si les textes ne sortent pas, nous n'aurons pas les lieux, mais ce ne sera là aussi, la pression, il ne faut pas la mettre sur nous, la pression, il faut la renvoyer. Il nous faut ces textes-là. Une fois qu'on aura ces textes, on travaillera ensemble, on s'assiera autour de la table et on va trouver des solutions pour le projet professionnel, le mode d'accueil. Sans ça, nous n'avons pas les lieux de stage. Moi, je suis Dr Valérie Briol, je suis présidente URPS Médecins Île-de-France. Donc, je tiens à remercier tout le monde de toutes les régions d'être venus, mais surtout aux docteurs Anchou et Hamon qui ont insisté pour que cette session ait lieu, parce qu'elle est essentielle. Et je remercie tous les orateurs d'avoir parlé, d'avoir exprimé leur point de vue sur la question. On a bien compris qu'on attendait des textes. Ma première question rejoignait celle où vous venez de répondre tous les deux sur l'inadéquation finalement entre la volonté pour des médecins d'être maîtres de stage et la possibilité pour eux de se former. Donc on nous dit qu'elle dépend de la présence de locaux ou non, mais ce qu'on n'a pas compris nous, c'est tous les efforts fournis pour contacter 10 000 médecins, avoir toutes les réponses qu'on a eues, 700 volontaires, et qu'à la fin on nous dise non, on ne peut en former que 100. Là, même si on est bonne volonté et enthousiaste, comment on fait pour la projection de 2026 avec tous les internes qui vont arriver? Et par ailleurs, je rejoins Véronique sur l'intérêt aussi du guichet unique qui a finalement été repris sur un point de vue légal. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne les internes, tout l'URPS, les élus et les chargés de mission accompagnent les internes avec l'ARS, l'ordre, la Sécu sur des journées d'installation qui fonctionnent extrêmement bien. Et je pense que dans les endroits où ça marche, il faut saluer aussi toutes les URPS qui suivent ces projets. Ça permet quand même d'accompagner les jeunes, d'expliquer ce qu'est la ville et de les suivre et de suivre tous les projets d'installation, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'en laisser un sur le côté, même si c'est un projet isolé, même si ce n'est pas une installation de groupe, pour qu'on puisse répartir bien dans tous les territoires ce qui est demandé et sans forcer les gens. Et plutôt leur donner envie de s'installer que les y obliger. Voilà, merci.
Alors, patienter dans la queue, ça permet de réfléchir aux métaphores. Du coup, moi, je suis Élise Frey, je suis ancienne présidente de Réagir, je suis maître de stage depuis 2019 et j'étais aussi impliquée dans le département de médecine générale. On a porté avec Réagir et l'ISNAR-IMG et la NEMF la création des guichets uniques. Et donc, j'ai décidé de vous jouer la danse des furies. Comme ça, au moins, j'avais quand même envie de faire une rétrospective parce que la vraie question pour moi, c'est quand même depuis combien de temps on en parle de cette 4e année et quels outils on a pour répondre aux problématiques. Et il me semble quand même que les outils et le dialogue, il est là depuis très longtemps, qu'en fait, on connaît les problématiques de frein à l'installation, qu'on est tous investis dans nos DMG auprès de nos internes pour savoir ce qui cloche, comment est-ce qu'on peut faire et à qui on doit parler. Mais qu'en fait, si on regarde un tout petit peu l'historique de ce qui vient de se passer, quand même cette 4e année est passée au 49.3, qu'en fait, on a déjà tous été auditionnés par le ministère dans une commission où il y avait des généralistes, où il y avait le ministère de l'Enseignement supérieur et où déjà des objections ont été portées. Et ça, c'était il y a 2 ans. Donc, en fait, là, on a la chance de vous avoir, je suis désolée, ce n'est pas l'objectif de vous dire qu'on doit renoncer. On est tous ici sur scène capables de savoir de quel levier on parle et qu'est-ce qu'on va pouvoir mobiliser et on va le faire. Mais ici, c'est notre congrès, on est chez nous. Et moi, j'ai quand même envie de dire qu'à un moment donné, le terrain, il doit être entendu. Donc, quand la base vous dit il y a des soucis, la base vous dit les leviers, c'est ceux-là qu'il faut porter, eh bien, il faut nous écouter. Et donc, je vous remercie de me donner l'occasion d'exprimer qu'on faut que là, ça suffit. Merci. Mais du coup, merci Élise. Je suis pas sûr d'avoir entendu une question. D'accord. Ok. Très bien. Mais ça, si ça fait du bien, ça fait. Bravo, bravo. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Sana. Je suis interne en 3e semestre. Donc je suis la première promo concernée par cette réforme. Je suis également représentante étudiant au point de vue local et vice-présidente de l'association des internes de médecine générale de ma ville. Moi, ma première question, ce serait, à l'heure actuelle, pour les internes, pour les rassurer, quelles garanties vous avez? Parce que moi, les internes qui s'effondrent en larmes après les choix de stage, c'est moi qui les vois. Moi, les textos d'internes qui me disent qu'ils veulent une dispo parce qu'ils n'en peuvent plus et que sinon ils vont sauter par la fenêtre, c'est moi qui les reçois. Les textos de gens qui se scarifient le soir, c'est moi qui les reçois. Alors ces gens-là, je leur réponds quoi quand ils me disent « on ne sait pas où on va, j'ai un mari, j'ai des enfants, je ne sais pas ce qui va se passer, moi j'ai la marmite à faire bouillir, je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai peur de me retrouver à 1h30, à 2 heures de route de mes enfants, je viens d'avoir un bébé, dans 1 an et demi, il sera encore petit, je n'ai pas la faculté de m'éloigner. Moi, les internes qui vont mal, c'est à moi qui parle, c'est pas à vous. Et je ne sais pas quoi leur dire, parce que quand on demande, c'est on ne sait pas. C'est compliqué de vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que bien évidemment qu'il vous parle. Je pense qu'il nous parle aussi aux enseignants. Je pense que leur souffrance, elle arrive, vous avez raison, et on essaye de l'accueillir du mieux qu'on peut. C'est pas toujours simple. Et je vous rejoins complètement sur le fait que la situation d'incertitude dans laquelle le retard les plonge est extrêmement pénible. Et je parlais du manque de respect pour les internes, et vous prêchez des convaincus autour de cette table. Si on pouvait refaire le passé, on exigerait que les textes soient sortis dès 2023, dès que le premier rapport a été rendu, et qu'on ait eu beaucoup plus de temps pour vous expliquer comment les choses allaient se passer. Et évidemment qu'on souhaite tous ça. Maintenant, voilà, il y a le contexte qui est ce qui est aujourd'hui, et notre proposition, c'est de mettre le plus de pression possible ensemble pour que les textes sortent le plus vite possible, parce que le plus vite ils sortiront, le plus vite on pourra rencontrer tous les représentants d'internes et discuter avec vous sur toutes les modalités possibles pour éviter que ces situations
très compliquées que je comprends ne se reproduisent. Évidemment qu'on n'a pas envie qu'un interne se retrouve à 1h30 de route, loin de son projet professionnel. C'est le but de personne, ça n'a aucun intérêt. Cette réforme, elle est faite pour faciliter les projets et faciliter les installations sur des terrains de stage qui sont souhaités. Et ça doit se monter ensemble. Mais plus on aura de temps pour le construire ensemble, plus il y a des chances qu'on y arrive. Plus ça va arriver en catastrophe, plus ça va être complexe. Donc moi, je peux que entendre avec beaucoup de bienveillance votre propos et vous dire qu'on est à votre côté, mais que pour pouvoir vous aider, on a besoin que le cadre soit fixé. Juste te dire qu'en tant qu'enseignant, on est dans le même malaise. En fait, on est face aux étudiants, on peut plus se projeter avec eux. Le malaise, on l'a ensemble. On a aussi des soucis de ratio d'enseignants, d'étudiants. Olivier en a parlé, mais ça se crispe et c'est de plus en plus. On a besoin de créer des lieux de stage. On a besoin de faire en sorte que vous alliez bien, de vous accompagner. Et le malaise, on le prend. Et ce malaise commun, je pense qu'il faut qu'on en fasse une force pour bouger les choses. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on s'allie, en l'occurrence, pour faire avancer les lignes rapidement. La situation est inadmissible, mais ce malaise-là, il est très, très, très largement partagé. Mais là, en fait, la réponse, c'est pas vraiment celle qu'on attend. Moi, je te rejoins complètement. Des internes comme toi, je suis 3e semestre également. C'est dans toutes les subdivisions, dans toute la France. Et en fait, aujourd'hui, ce malaise des internes, il est accentué par cette réforme. Effectivement, le manque de respect, il est total. Ça aurait dû être en 2023. En 2025, ne pas avoir les textes, c'est un manque de respect pour les patients, pour les maîtres de stage, et particulièrement pour les internes qui ne peuvent pas se projeter dans 2 ans. Aujourd'hui, le ressenti des internes, c'est qu'à force de dire on va mettre la pression pour avoir les textes et pour accélérer, c'est que la réussite de cette 4e année passe avant les internes. Et donc cette sensation que je pense on partage, c'est d'avoir l'impression qu'on va passer après cette réforme, que cette réforme elle passera même s'il y a de la casse, et la casse c'est nous. Donc non, cette réforme, aujourd'hui, nous respecter, c'est la reporter. Et j'ai une deuxième question beaucoup plus légère. Je pense que c'est dans beaucoup de subdivisions, mais moi, dans ma subdivision, il y a beaucoup d'internes qui se posent la question du remplacement. C'est une thématique qui avait été abordée avec cette réforme. On m'a dit que les internes ne pourraient plus remplacer. Et puis finalement, que vu que rien n'était passé, peut-être qu'on pourrait remplacer et qu'en même temps, ce n'était pas dans les textes, puis ça l'était. Plus personne ne comprend rien. Qu'en est-il du remplacement pour les internes qui vont subir cette réforme ? Pour l'instant, il n'y a pas de changement prévu pour le remplacement. C'est toujours à partir de la fin du 3e semestre où on peut demander une licence de remplacement. Et bien sûr, même si cette réforme un jour est mise en place, on ne laissera pas faire changer cette réglementation. Parce que pour les internes, c'est aussi permettre de découvrir des territoires et des modes d'exercice. Et surtout, une source de revenus essentielle quand on connaît la précarité des internes. Juste pour compléter, il est effectivement peu probable que les textes changent immédiatement, mais il faudra quand même qu'ils changent un jour parce que les textes de loi font référence, Bastien l'a rappelé, sur le nombre de semestres, mais aussi au statut de résident. Autant vous dire qu'il y a probablement un petit peu de toilettage à faire dans ces textes. Donc un jour, il faudra quand même s'y attaquer, mais ce n'est pas à l'ordre du jour immédiatement. Il est déjà 16h, simplement, je vous dis, donc il reste 2 questions. Je vous invite simplement à faire en sorte qu'elles soient assez brèves pour qu'on puisse déjà y répondre. Juste en 10 secondes, parce que là, moi, la première intervention m'a quand même pas mal heurté. Alors, je sais que ce n'est pas forcément la réponse qu'on peut attendre. J'ai partagé aussi, quand j'étais élu au local, ces soirées hyper difficiles. J'ai eu des internes, j'ai eu des familles d'internes qui avaient commis des suicides au téléphone, et j'ai toujours constaté que c'était un échec qui était collectif. Je pense que la santé mentale, on peut en faire le grand sujet 2025, on n'y est pas encore. En tout cas, je sais que ce n'est pas forcément la réponse la plus concrète qu'on peut attendre, mais je peux vous assurer qu'on fait tout, vraiment, et je suis particulièrement sur ces sujets-là, pour qu'aucun interne, qu'on ne se dise pas que chaque suicide d'interne ce soit un suicide de trop, en fait. Qu'on n'accepte pas de cette situation et que cette 4e année, cette réforme-là, elle n'est pas du tout là pour catalyser cet élan-là. Ça vraiment, je peux vous l'assurer.
Bonjour, alors je m'appelle Elisa Duteil, je suis interne en phase socle de médecine générale à Paris et je suis également présidente de la commission pédagogique de l'université Paris-Cité. J'ai beaucoup travaillé avant là, sur la réforme du second cycle que vous avez peut-être vu passer. Donc notre promotion sort la tête de l'eau et arrive devant la réforme de médecine, du troisième cycle de la médecine générale qu'on nous vend comme une année basée sur un projet pédagogique clair et qui a émergé de celui-ci. Sauf que finalement, on parle d'un projet pédagogique qui nous rendrait professionnels. Voilà, ok, qui ne serait pas un ça se passe bis, d'accord, mais finalement, le projet pédagogique n'est pas clair. On ne sait pas également exactement où va mener cette année sur ce plan-là. Et surtout, donc on entend Bastien Bailleul dire voilà les objectifs qui sont portés par les syndicats et l'aide à la comptabilité, c'est qu'on nous apprenne à comment gérer notre profession plus tard, sauf qu'il y a autant de médecins généralistes que de façons d'exercer et il y a pas du tout assez de médecins généralistes pour peut-être faire un matching idéal. Donc déjà, quel est le projet pédagogique fort qui aurait mené à la création de ces quatrièmes années générales qui ne serait pas donc juste une quatrième année pour s'égaliser aux autres spécialités. Voilà, c'est principalement ma question. J'aimerais savoir où ça en est et comment celui-ci va être harmonisé entre toutes les UFR et personnalisé aussi à l'interne, parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre toute la comptabilité de tous les types d'exercices pour faire le nôtre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous rassure, cette quatrième année, elle n'est pas pensée avec pour objectif de faire de vous des comptables. Loin de là, c'est pas du tout ça l'objectif. Alors, je vous renvoie quand même, parce qu'il y a des éléments assez concrets, à la maquette d'août 2023 qui spécifie justement les objectifs de formation, mais je peux quand même vous en donner quelques-uns. La question, c'est plus le volet professionnalisant territorial, c'est-à-dire que le projet, c'est que vous ayez 3 jours de soins, vraiment de soins dans des cabinets qui soient actés, mais que vous ayez une journée territoriale dans laquelle vous puissiez découvrir tous les acteurs qui vont contribuer, les CPTS, les PMI, les EHPAD, toutes les structures, les XAPA, tout ce que vous voulez pour que vous puissiez vous insérer professionnellement complètement dans le maillage territorial et que vous les découvriez tous, parce qu'en fait, c'est souvent plus ça que la question comptabilité qui effraie les internes, c'est de dire mais en fait moi je vais me poser à un endroit, j'ai pas idée de qui sont les acteurs, de comment ils interagissent, de comment je vais pouvoir m'insérer. Les paysages sont très divers en fonction des lieux et l'enjeu c'est que vous puissiez avoir une journée par semaine en plus de votre journée facultaire pour vous y implémenter complètement et favoriser votre installation. Après il y a d'autres axes qui sont mis en avant dans le cadre de cette quatrième année. Il y a notamment la question de la santé mentale, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment un axe fort sur lequel il y aura des déclinaisons opératoires pour les internes qui seront vraiment mises en avant. Et l'autre axe également qui va émerger, c'est la question du numérique et de la question de l'intelligence artificielle en santé. Ça va être vraiment quelque chose de bouleversant dans les années à venir et il faut qu'on l'appréhende dans le cadre des études. Donc on a un certain nombre d'éléments, enfin après je vais peut-être pas vous lister tout ce qui est écrit dans la maquette, mais il y a un certain nombre d'éléments qui nécessitent une évolution, pas sur le fait de dire un an de plus, un an de moins, mais pour se professionnaliser au mieux. Enfin, je m'interroge toujours quand même sur le fait de se dire, l'idée c'est pas de se comparer en termes de durée aux autres DES, c'est pas ça le problème. Le problème c'est, je vais encore prendre l'exemple de la cardiologie parce que mon voisin est cardiologue, du coup j'en profite pour pas me faire d'autres ennemis. Mais je veux dire, est-ce que vous seriez rassuré d'aller voir un cardiologue qui aurait passé 2 semestres en cardiologie pendant son internat ? Enfin, à partir du moment où on parlait du référentiel métier ce matin, on opposait les deux visions en se disant est-ce que le médecin généraliste finalement c'est une sorte de petite formation socle et puis les spécialistes ils rajoutent de la formation au-dessus, ou est-ce que le médecin généraliste c'est la même formation socle que toutes les autres spécialités et après ils vont se former spécifiquement à leur métier dans le cadre d'un DES. Ben, si on embrasse ce modèle et c'est ce que le référentiel métier a souhaité faire, ben, vous comprenez bien qu'il faut s'y former à ce métier. Et pour s'y former, ça se forme sur le terrain. Un cardiologue, on n'est pas choqué qu'il fasse la moitié de son internat en cardiologie. Un chirurgien, on n'est pas choqué qu'il fasse la moitié de son internat en chirurgie. Et bien là, cette réforme, elle va nous permettre de faire au minimum 2 ans en médecine générale dans le cadre de son exercice futur. Et ça, c'est professionnalisant. Et c'est ça le socle de cette réforme. Oui, merci beaucoup. C'était très clair. Mais c'était juste puisque, mise en parallèle avec... Très bref, il faut vraiment qu'on termine. Il y a encore une question. Ça, en fait, on a l'impression que finalement, ça ne va pas concorder entre le projet pédagogique et l'application sur le terrain. Voilà, c'était tout. Je vous assure qu'on y travaille nuit et jour. Vraiment.
Je vais être bref, donc j'ai combien? 3 secondes et demie. Donc une seconde pour dire que en tant que membre du bureau de la Fédération nationale des CPTS, les CPTS sont mobilisés pour aider les internes à construire des terrains de stage sur le territoire, à découvrir surtout le territoire pour connaître les personnes avec qui, les structures avec qui ils vont travailler dans le cadre du projet professionnel. Alors moi, je suis directeur du département de médecine générale au sein indien, donc je travaille vraiment de concert avec les internes, avec le syndicat des internes. On travaille vraiment de concert et je voudrais faire leur porte-parole parce que j'ai énormément d'internes qui viennent de métropole, qui ne sont pas originaires ni de Mayotte ni de La Réunion. Et du coup, je pense que c'est important de réfléchir à la possibilité pour ces internes de construire leur projet professionnel en métropole pour ceux qui ont le souhait de s'installer en métropole. Et je pense que ce problème-là existe aussi en métropole. On a des étudiants qui font leur 3e cycle en Île-de-France alors qu'ils souhaitent s'installer en PACA. Et je pense que c'est quand même un élément important parce que faire cette 4e année dans un territoire où on ne va pas s'installer, je trouve que c'est quand même un peu dommageable. Donc, juste avoir une réflexion sur ce sujet-là, il me semble. Merci beaucoup Jean-Marc. C'est effectivement un point important. Ça renvoie finalement un peu à la question des interchus, enfin, même si en l'occurrence pour la médecine générale ça ne s'applique pas exactement sous cette forme-là, mais on te rejoint complètement sur l'idée que le projet professionnel doit primer et donc il y aura des possibilités pour les internes qui ont un projet professionnel dans une autre subdivision de pouvoir faire cette année de docteur junior dans cette autre subdivision. Après, il faut que... c'est pas un directeur de département de médecine générale que je vais l'apprendre. Il faut vraiment que ce soit un projet un peu solide. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir gérer d'un point de vue pragmatique des cohortes immenses de gens qui ont envie de découvrir mais sans forcément vouloir s'y fixer. Ça va, en termes de volume, ça va être compliqué à gérer. Mais s'il y a des internes qui ont des projets professionnels clairs d'installation dans une autre subdivision, il faut les entendre et l'Interchu le permet et donc on les accompagnera. Merci beaucoup, merci à tous. Est-ce que je peux juste dire un dernier mot? Je voulais juste dire un dernier mot en tant qu'élu santé d'un territoire. Je crois qu'aujourd'hui, si vous avez une mission, c'est d'aller voir vos sénateurs, vos députés, pour leur demander de la stabilité politique. Ce n'est pas un non-respect vis-à-vis de vous de ne pas avoir sorti les décrets attendus. Quand on a 8 ministres de la Santé, on ne peut pas, sur une réforme aussi importante, donner l'attention. Donc ça, c'est un vrai message. Et puis, j'ai une recommandation à Bastien, parce qu'en termes d'éléments de langage, les maires, ils ne vous donneront pas de voiture. Moi, je veux bien vous accueillir dans ma commune, mais on est engagé en matière de transition écologique et on est concerné par la santé de nos... Et donc, ça sera un vélo peut-être électrique. Merci à tous pour votre attention, pour cette séquence qui a été riche en émotions, en inquiétudes, beaucoup d'attentes exprimées, beaucoup d'énergie et qui ont envie et qui s'engagent à se déployer pour cette année de quatrième année d'interne en médecine générale. Et bonne suite de congrès à tous. À tous, merci.